Bonjour, comme vous pouvez le constater, ambiance quelque peu festive derrière moi, puisque dans la deuxième partie de cette émission, on va vous expliquer comment faire votre propre choucroute et comment la préparer. Mais avant ça, nous allons nous rendre dans le Brabant wallon, dans la commune de Glim, et nous allons faire la connaissance de Marianne et Benjamin Bourguignon, deux jeunes pépiniéristes qui vont nous expliquer comment ils conçoivent leur métier. Le temps de me rendre chez eux, nous allons faire un petit détour par le centre technique horticole de Gembloux. On va vous présenter le charme, l'arbre de l'année. Bonjour, l'arbre mis à l'honneur cette année est le charme, Carpinus betulus, de la famille des Betulacées, qui est la même famille que les bouleaux. Alors le charme est une espèce indigène que l'on rencontre couramment chez nous dans nos forêts, dans nos sous-bois. Il est largement répandu également en Europe et en Asie mineure. Alors au niveau de ses caractéristiques, le charme possède des feuilles simples, doublement dentées, des bourgeons pointus, bien collés au rameau, une écorce lisse et légèrement cannelée. On le confond souvent avec le hêtre, qui a, quant à lui, des feuilles avec un bord relativement lisse et poilu, des bourgeons pointus mais plus gros et plus décollés du rameau, et une écorce également lisse, mais beaucoup plus cylindrique. Alors, pour facilement les reconnaître, on dit toujours « le charme d'Adam, c'est d'être à poil ». Le charme est une espèce monoïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles et femelles, ici donc des chatons, se trouvent sur le même arbre. Ces fleurs vont donner naissance donc à des fruits, des petits akènes, qui vont avoir une petite ailette trilobée, qui va faciliter la dispersion par le vent. Le charme est une espèce de taille moyenne, de 15 à 20 mètres maximum, et le bois de charme est l'un des plus durs que l'on peut trouver dans nos forêts. Le charme a un enracinement relativement solide, ce qui permet d'être bien ancré et également de fixer les sols sur les fortes pentes. C'est aussi une espèce que l'on dit peu exigeante et donc qui s'adapte à tout type de sol. C'est pour ça qu'on va rencontrer le charme aussi bien en Ardennes que dans le Hainaut. Le charme a également une haute valeur biologique en apportant un refuge pour les oiseaux, en permettant aussi à un grand nombre d'insectes d'y être abrités, et également sa fan qui donne un très bon humus. Le charme, vous le connaissez surtout sur cette forme-ci, une forme de haie. En effet, le charme est une espèce qui se taille très bien et qui, l'on dit, est marcescent. Alors marcescent, ça veut dire que la feuille va faner et rester relativement longtemps sur le rameau jusqu'à la fin de l'hiver. Ce qui permet d'avoir un effet brise-vent, d'écran vert, et qui est également idéal pour les oiseaux. Pour terminer, quelques mots sur le bois de charme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la densité extrêmement élevée du charme, ce qui lui confère des propriétés mécaniques très importantes. Et notamment à l'époque, on réalisait des engrenages en bois pour les moulins, les roues des chariots en agriculture, mais on l'utilisait également pour réaliser le charbon de bois, qui était la principale énergie qui alimentait les forges des hauts fourneaux. Actuellement, le charme est probablement le bois de chauffage le meilleur que vous pourriez trouver sur le marché. En effet, dû à son pouvoir calorifique très important et sa consommation lente, il va permettre à vous et votre famille de passer de longues soirées d'hiver bien au chaud. Bonjour Marianne. Bonjour Roland. Merci de m'accueillir ici à la pépinière Saint-Michel à Glim. Une pépinière, je crois, qui existe quand même depuis quelques années déjà. Oui, donc ça fait 7 ans que mon conjoint Benoît a ouvert la pépinière ici et ça fait 2 ans que je l'ai rejoint. Donc maintenant on est à plein temps tous les deux sur la pépinière. Alors quelle est la spécificité de la pépinière ici ? La spécificité, c'est que justement, nous sommes une pépinière généraliste. On va proposer aux clients aussi bien de la petite plante de balconnière à la grande plante d'exception. Mais tout de même, on axe notre vision vers l'écologie. Et donc, voilà, on essaye d'orienter nos clients vers des plantes indigènes. Vers un choix approprié pour aménager le jardin, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple une haie vive. Oui, d'accord. L'intérêt d'une haie vive, pourquoi planter une haie vive plutôt qu'une haie de conifères ? Justement, rappelez-moi un peu, pourquoi une haie vive ? Eh bien, pour l'intérêt écologique pour la faune, la flore et ramener simplement la vie au jardin. Alors, on le sait, une haie vive, c'est un mélange d'espèces. On crée sa haie avec plusieurs espèces. Quel serait votre coup de cœur dans ces différentes espèces ? Alors, mon coup de cœur, c'est la mélanchée, qui a vraiment un intérêt esthétique et un intérêt au niveau écologique. On a une très jolie floraison de printemps, des très jolies couleurs d'automne et des petites baies très appréciées des oiseaux.
Et c'est intéressant aussi pour l'homme parce qu'elles sont vraiment très bonnes gustativement. Pour ça, c'est l'exemple de conseil que vous donnez ici à la clientèle pour créer son jardin dans cet esprit un peu écologique. Au-delà de ça, moi, à l'entrée, j'ai vu quand même des sujets assez hauts, assez remarquables. C'est aussi une originalité ici de la pépinière. Voilà, donc tout à fait. On axe également une partie de notre travail sur des sujets d'exception qu'on va directement chercher chez des producteurs spécialisés. Donc en fait en Italie, on choisit les arbres un par un, donc c'est à chaque fois des coups de cœur. On les marque et ils reviennent ici. Et l'intérêt pour le client, c'est qu'évidemment, d'abord il le trouve assez difficilement en Belgique, et puis les prix sont tout à fait intéressants. Ça c'est à retenir. Et alors je crois que vous accordez énormément d'importance aux conseils que vous donnez ici aux clients. Oui, exactement. Vous l'accompagnez du début à la fin de son projet. Expliquez-moi un petit peu. Donc le client peut venir avec un plan, des photos. On va vraiment passer le temps nécessaire qu'il faut avec le client pour définir quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Et parfois c'est pas très clair non plus quand il arrive, il sait pas toujours ce qu'il veut. Donc on va vraiment l'accompagner. Lui proposer un projet, après libre à lui de le réaliser ou pas, ou en étapes. Voilà, c'est tout à fait libre. Parfait. Dites, nous sommes au mois de novembre. Oui. À la Sainte-Catherine. Tout bois prend racine. Voilà. Alors, vous vendez également, vous proposez à la clientèle des arbres fruitiers, mais avec une démarche un peu particulière. Et on va aller voir pour cela Benoît dans la serre, puisqu'on va parler de certifruits. En tout cas, en attendant, moi, ce que je vous propose, eh bien, on va retrouver quelqu'un d'autre, Jean-Luc Wanzoul, au Centre technique horticole de Gembloux. Il va nous présenter une plantation à racines nues et vous donner tous les petits trucs pour réussir cette plantation. Et après, on se retrouve tout de suite dans la serre, ici, à la pépinière Saint-Michel. Merci Marianne. Je vous en prie. Nous sommes en novembre, la Sainte-Catherine n'est pas loin, donc nous allons pouvoir commencer à planter nos arbres et nos arbustes. Je vous rappelle qu'ici nous avons un arbre en conteneur. Il est vrai qu'on peut planter toute l'année, pour autant qu'on fasse attention à l'arrosage. Pour vos racines nues, il va falloir attendre la chute des feuilles. Aujourd'hui, nous allons procéder à la plantation d'un arbre, c'est un pommier demi-tige. Un petit rappel au niveau des dimensions d'un trou de plantation. On considère toujours que le trou doit faire au moins 2 fois à 2 fois et demi le volume du pot ou le volume des racines. Vous pouvez constater ici que mon tuteur que j'ai placé n'est pas au centre du trou, parce que la plante sera au centre du trou. Je dépote, je fais tomber le terreau superflu et usé du dessus. Avec ma bêche, je vais faire des entailles, on appelle ça déchignonner, de façon à ce que mes racines puissent coloniser tout mon trou une fois que la plante sera en croissance. Je la dépose au milieu, je la positionne par rapport à mon tuteur. Je vous rappelle qu'on n'enterre pas le point de greffe, on vérifie avec le manche d'un outil qu'il est bien hors du sol, ici c'est le cas. On va pouvoir commencer à reboucher. Nous sommes dans des sols lourds ici, donc nous allons améliorer la terre. Dans un premier temps, je vais mettre un amendement qui va apporter 2 choses. Première chose, de la légèreté et aussi de la matière organique. Les sols argileux sont en général très compacts. On rajoute, si on a l'occasion, de la lave qui va avoir 2 effets. Alléger encore une fois mon sol et la deuxième, avoir une rétention en eau car c'est très poreux. Et une dernière chose, je rajoute ici un activateur de racines qui va booster la production des racines. C'est un engrais aussi à base de phosphore qui va être très facilement assimilable par ma plante. Nous allons mélanger tout ça de façon homogène. Nous allons reboucher en 3 phases. Nous allons d'abord prendre un peu du mélange pour le mettre dans le fond
rectifier la position de notre arbre pour qu'il soit bien vertical et bien placé par rapport au tuteur. Nous allons tasser une première fois, amener une deuxième série de notre mélange dedans, tasser et terminer son trou en le tassant encore une dernière fois comme il faut. Nous allons maintenant attacher notre arbre au tuteur. Procurez-vous une ligature forte assez pour résister à la traction. N'oubliez pas de faire une boucle large assez pour éviter les étranglements. Un tuteur doit toujours être mis face au vent dominant. Comme ça, le vent soufflant par là, l'arbre tire sur le tuteur. Dans le cas contraire, le vent pousse l'arbre contre mon tuteur et ça risque de l'abîmer fortement. Si chez vous il y a beaucoup de lapins, vous pouvez vous procurer ce genre de protection qui va empêcher le lapin de manger l'écorce de mon jeune arbre. Bien sûr, on n'oublie pas de bien arroser dans la cuvette qui a été faite au moment de la plantation. Bonjour Benoît. Bonjour Roland. Alors on l'a dit, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, donc il va être temps, entre autres, de planter ces arbres fruitiers, des arbres généralement à racines nues. Ici, à la pépinière Saint-Michel, vous allez proposer une démarche un peu particulière pour que la clientèle puisse choisir en connaissance de cause les arbres qu'il a envie d'acheter. Tout à fait. Donc nous travaillons avec Certifruit, qui est une charte de qualité, donc un groupement de pépiniéristes belges, pour revenir au goût du jour avec les anciennes variétés. Ah oui. Et ces anciennes variétés ont été étudiées ici, pas très loin Oui, tout à fait, au centre agronomique de Jean-Blou. Voilà. Alors ici, d'ici quelques jours, vous allez pouvoir proposer le choix d'arbres fruitiers au travers d'une dégustation de fruits. Ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Une dégustation de fruits donc qu'on aura en pépinière pour permettre aux clients de choisir la pomme qu'ils désirent en fonction de ses goûts. Ils pourront la croquer directement ici à la pépinière. À Jean-Blou, la démarche était laquelle ils ont été à la recherche d'anciennes variétés? D'anciennes variétés qui sont tolérantes aux maladies pour éviter de faire des traitements. Ah ben ça c'est très bien. Alors moi, en rentrant dans la serre, je me suis permis d'aller chercher 4 pommes différentes derrière. Je les ai surtout choisies par rapport à leur couleur. On va peut-être en parler un petit peu. Imaginons que je sois un client, je me dis, tiens, cette pomme-là, elle est pas mal, je la verrai bien dans mon jardin. Qu'est-ce qu'on en dit? Donc ça, c'est la Gris-Bréban. Très bonne pomme de conservation et c'est une des plus anciennes variétés de pommes. Ah ben voilà, donc très ça ancienne pas variété, mal. tout à fait. Alors à côté, ici une deuxième, plus rouge. Donc ça c'est une rainette, la rainette de Walef. Ça ce sont aussi d'anciennes variétés. Tout à fait. La rainette de Walef. De Walef, tout à fait. Alors quelle est sa spécificité? Elle est très ferme et de très bonne conservation. Parfait. Ici une troisième. Ça c'est la Radou, très belle couleur, rouge vif. Très bonne conservation et très bonne à croquer aussi. Voilà, et encore, toujours d'anciennes variétés toujours des anciennes variétés remises à l'honneur. Voilà. Toujours et alors ici, une dernière. Un petit coup de cœur, la paix. La paix, ah déjà non, oui. La paix, très bonne pomme aussi à conserver et à croquer. Ah oui, donc la pomme à mettre dans le cartable pour les enfants. Tout à fait, très parfait. Sucré. Bon, ici on a 4, il y en a plusieurs évidemment. On a plusieurs, on a un grand assortiment. Eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire puisque vous n'êtes pas le seul. Je crois qu'il y a plusieurs pépiniéristes en Wallonie, une vingtaine je crois. Tout à fait. Qui s'affilient à Certifruit. Eh bien voilà. Merci, bonne saison en tout cas. C'est gentil, un grand merci. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur le livre du mois, qui n'est autre que, j'ai envie de dire, le livre de chevet pour tout bon jardinier. C'est la dernière édition du guide Close. Et puis après, eh bien, nous allons fabriquer ensemble notre choucroute. On va changer complètement de décor. Le guide Close, créé par Lucien Close il y a 120 ans, est par excellence le guide pratique et complet de jardinage. Il rassemble en un seul ouvrage les connaissances indispensables et les conseils pratiques pour créer et réussir votre jardin, quel que soit votre niveau d'expertise. Ce guide est conçu autour de 4 grandes thématiques. Aménager son jardin avec les conseils pour le réussir en fonction de l'espace dont vous disposez. Les plantes du jardin avec 900 espèces décrites et le coup de pouce de Close. Le calendrier du jardinage qui tient compte des saisons et du cycle de vie de votre jardin. Et enfin, les bons gestes et soins au jardin. La 37e édition du guide Close, c'est l'anti-sèche du jardin.
Regardez-moi ces choux, ils sont superbes. Olivier, tu nous as promis aujourd'hui de nous expliquer comment fabriquer sa propre choucroute avec ces beaux choux. Ce sont des choux blancs, bien sûr. Chou blanc bio, c'est tout simple à faire. Alors, c'est tout simple, tu as une râpe, on commence à râper les choux. Voilà, on Vas-y. râpe les choux. Et là, tu as un ustensile adéquat. Voilà, hein. une bonne râpe à choux. Sinon, on pourrait prendre une tranche de sapin. Oui. Alors, une fois que ton chou est râpé et qu'il aura rempli ta bassine, tu fais quoi? On va le peser et on va rajouter plus ou moins 1% de sel pour diriger la fermentation. On mélange tout ça, bien sûr, intimement. Oui, voilà, on mélange, on rajoute quelques baies de genévrier. Ça, c'est important aussi? Oui, pour donner l'arôme et pour commencer à diriger la fermentation. D'accord. Puis on les place dans un grand pot. Alors, le pot, est-ce qu'il a une importance? Voilà, oui, c'est un pot à joint d'eau en général. Oui, d'accord. C'est un pot quoi, en terre cuite? C'est un pot en grès, Oui. assez neutre, et il va empêcher les échanges gazeux. Ah, c'est pour ça qu'il y a un joint d'eau, on l'explique, on verra Voilà, ça tout de suite. voilà, oui. Alors, on place sa choucroute mélangée avec le sel dans le pot, Voilà, et on fait quoi? On le tasse au fur et à mesure. Important de bien tasser? Bien tassé pour retirer l'air. D'accord. Pas d'air du tout. Une fois que ton pot est bien rempli de choux, que tu as bien tout tassé, tu fais quoi? Voilà, on va placer 2 pierres à la surface Ouais. pour immerger le chou. Immerger, ça veut dire que le chou va rejeter de l'eau? Oui, le sel va extraire l'eau du chou, Oui. et donc le chou va être sous eau. On va D'accord. peut-être en rajouter un petit peu, parce que la pierre doit être en dessous d'1,5 centimètre d'eau, D'accord. de l'eau salée. Et puis tu vas reboucher ton pot, enfin, Voilà. tu vas remettre le couvercle. On referme le pot, on remplit la rigole, et donc la Et on rigole remplit la rigole d'eau. avec d'eau. Ouais, voilà. Et donc, Quelle cette- est l'importance de cette rigole? Pourquoi la voilà. remplir d'eau? Elle va laisser s'échapper les gaz de fermentation, les gaz carboniques, Ouais. mais elle va empêcher l'air de rentrer dans ce pot. Ah, voilà, ok. Et alors ce pot, tu vas l'installer où après? Voilà, on le place au départ dans une pièce chaude, entre 18 et 22 degrés, Oui. pendant 3-4 jours. Il va commencer à faire des fameux bloops. Ouais, ouais, d'accord. Ça La fermentation va se mettre en route. commence, et puis on peut le placer dans une pièce un peu plus fraîche, Ouais. 18-15 degrés, voilà, pendant 3 semaines. Là, elle va commencer à s'affiner, elle va pouvoir être mangeable, mais l'idéal, c'est de la descendre dans une cave fraîche et de la laisser s'affiner tout doucement. Laisser s'affiner pendant combien de temps? On va pouvoir déguster cette choucroute pendant plusieurs mois? Voilà, oui, ça se conserve pendant 1 an, une choucroute. Ah ben c'est extraordinaire ça. Alors, je crois savoir que tu nous as fait de la choucroute, déjà il y a un mois. Il y a 1 mois, oui. On va la manger aujourd'hui d'ailleurs. Alors ce que je vous propose, c'est de retrouver Cécile, ton épouse, ici en cuisine, d'ici quelques minutes. Elle va nous donner sa recette de choucroute. Mais avant ça, on va retrouver Fabien. Il est en train de nous réaliser un petit montage floral tout à fait automnal. Bonjour à tous, l'automne, ma saison préférée, la nature qui flamboie, les plats de gibier, et moi je vais vous montrer comment réaliser un beau centre de table. Pour cela, vous aurez besoin de branchages, de différentes feuilles et de fruits de saison, des petits potirons, des physalis et des baies de saison, et bien sûr les fleurs, dont bien sûr le chrysanthème, fleur de saison, où là je mets différentes variétés. Vous commencez par prendre un bloc de mousse spécial pour les centres de table et on va y installer le bois autour. Ils seront reliés par le fil de fer. Maintenant, je vais faire des boucles avec mes feuilles de pandanus séchées. Une fois qu'elles sont réalisées, un petit coup d'agrafe pour faire tenir le tout. Voilà. Et je le plique dans mon mousse. La même chose pour la deuxième. Je m'occupe maintenant des potirons. Je vais les fixer dans le mousse grâce à des pics à brochette. Attention de ne pas piquer dans la cicatrice centrale. Sur les côtés, c'est beaucoup plus facile. Et je fais ça avec les deux avant de les piquer dans le mousse. Comme c'est un centre de table, je n'ai pas besoin de grande longueur, donc j'ai coupé mes fleurs relativement courtes et je vais les placer de manière relativement compacte aussi. Je commence par le chrysanthème. Les tournesols, je n'utilise que le cœur parce que le jaune est un petit peu trop violent à mon goût dans ce montage-ci, alors j'enlève tous les pétales. Voilà, et j'utilise que le cœur.
Voilà, j'ai placé les tournesols. Après ça, je me suis occupé des roses et des fleurons de différentes variétés de chrysanthèmes. Une fois que ça c'est fait, je m'occupe maintenant des baies de physalis. Je plie une partie de la branche et je viens la glisser dans le branchage, ce qui me maintient la branche au-dessus du montage. La même chose de l'autre côté. À vous d'en glisser autant que vous le souhaitez. Moi, avec 2, il y en aura largement assez. Maintenant que mes physalis sont installés, je m'occupe des baies. Je les ai préalablement effeuillées, de manière à ne pas avoir trop de vert. Je garde l'accent sur les couleurs orange et rose. Maintenant, je fais des petits paquets de feuilles que je maintiens à l'aide d'une épingle et je vais fixer ces paquets tout autour du montage pour camoufler la mousse. Comme ça. Voilà, le montage est fini, mais qui c'est qui s'occupe du dîner? Bonjour Cécile. Bonjour Roland. Alors, Olivier est allé prélever de la choucroute dans son pot qui se trouve à la cave. Elle est ici, elle a grosso modo 4 semaines. Alors, dis-nous tout, quelle est ta recette? Alors, ma recette en somme, elle est très simple. Jusqu'ici, j'ai fait rissoler déjà le lard dans du saindoux. Ah ouais, ça sent bon. Hein. Ça sent bon, c'est ce qui va donner en fait son petit goût de fumée à la choucroute. Oui. Et maintenant, je vais retirer le lard de la casserole pour le remplacer par le chou. Je t'en prie. Alors, ta choucroute, une fois que tu l'as prélevée, est-ce que toi, tu la rinces avant de la cuire? Non, je ne vais pas la rincer parce qu'en fait, le liquide est rempli de ferments lactiques. Ouais. Et donc, ça, c'est très bon à la santé. Donc, on va les conserver. Et ça ne t'apporte pas trop d'acidité si tu ne la rinces pas? Non, en somme, il n'y a pas de souci. Elle est toujours bonne. Non, non. Alors, on va mettre cette choucroute dans ta casserole. Elle va mijoter pendant combien de temps? Alors, comme ici, elle est très jeune, en principe, elle va quand même cuire un petit peu plus longtemps. Et plus elle est restée en cave, plus elle est restée dans le pot, moins elle va cuire. Donc, mais au minimum, il faut tout de même bien 1 heure. Ok, alors on va mettre cette choucroute, bien sûr, dans la casserole. Voilà, simplement. C'est parfait. Alors, dis-moi un petit peu, imaginons que Olivier ait prélevé trop de choucroute. Alors, est-ce que cette choucroute, tu peux la remettre dans ton pot? Oui, non, on ne va pas la remettre dans le pot parce qu'on va apporter des bactéries dans notre pot de fermentation. Ouais. Mais par contre, on peut la conserver dans une boîte au frigo et on va pouvoir la manger crue en salade. Carrément crue? Carrément, on peut la mélanger avec des choux rouges, on peut la mélanger avec des pommes et elle se mange en salade, pas de problème. Une fois que ta choucroute ici aura mijoté, grosso modo 3/4 d'heure, 1 heure, il sera temps de mettre les autres viandes. Voilà, en fait, je rajoute alors le lard qui est rissolé et les viandes qu'on souhaite, en somme, et on les laisse se réchauffer tout doucement dans le chou. Et toi, tu n'es pas pour de rajouter un petit peu de vin blanc ou quelque chose comme ça à ta choucroute? Disons, comme on a la chance d'avoir une choucroute maison, j'aime autant garder le goût de ma choucroute. Eh bien, écoute, on va laisser mijoter tout ça à l'aise. On va se retrouver d'ici une bonne heure? Oui. On a tout le temps de jeter un petit coup d'œil sur notre concours et puis quoi, on se retrouve à table? D'accord, avec plaisir. À tout à l'heure. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Pendant combien de temps se conserve en cave une choucroute faite maison? La société DCM a le plaisir de vous offrir plusieurs sacs d'amendement de sol Vivimus universel pour améliorer la qualité de la terre de votre jardin avant de réaliser vos plantations. Interforum Editis vous gâte en mettant dans la corbeille plusieurs exemplaires de la 37e édition du guide Close, le guide complet du jardinage. Si vous désirez vous lancer dans la fabrication de votre propre choucroute, la jardinerie Oliver à Ronsard a le plaisir de vous offrir un véritable pot à choucroute. Les artisans fleuristes du jardin d'Anaïs à Jean-Blou sont heureux de vous fleurir avec un superbe bouquet de saison. Et enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Voilà, eh bien, la choucroute de Cécile a mijoté pendant une petite heure. Elle est prête à être dégustée en charmante compagnie. Eh bien, c'est dans cette ambiance très conviviale, avec un plat qui l'est d'ailleurs tout autant, que nous allons nous quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour d'autres conseils au jardin. Eh bien, d'ici là, n'hésitez pas, embellissez votre jardin. Au revoir et à bientôt. Et moi, je vais déguster cette superbe choucroute.